Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, président du comité de pilotage de l'élaboration du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Monsieur le ministre d'État, ministre conseiller, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, après son appropriation par le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 15 décembre 2021, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il est apparu nécessaire que le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 soit présenté aux structures et acteurs chargés de sa mise en œuvre. C'est ce qui justifie la tenue de la séance d'appropriation du programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui s'articulera autour de deux axes. La présentation du cadre d'orientation du programme d'action du gouvernement 2021-2026 et la présentation secteur par secteur des projets de réforme majeurs et des projets d'investissement tout aussi majeurs. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais inviter respectueusement Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, en sa qualité de président du comité de pilotage de l'élaboration du programme d'action du gouvernement 2021-2026, à prendre la parole pour son propos introductif. Messieurs les ministres d'État, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs, depuis le 23 mai, jour de prestation de serment du chef de l'État, plusieurs équipes se sont retrouvées pour travailler à ce qui nous réunit aujourd'hui. De nombreux arbitrages ont eu lieu par la suite au niveau ministériel et même au niveau du chef de l'État de manière sectorielle. Mesdames et Messieurs, le but de l'exercice est de nous assurer que l'ensemble des acteurs de la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi des actions contenues dans ce programme aient la même compréhension de ce programme. Autrement dit, il s'agit pour le gouvernement de veiller à donner une vue spécifique sectorielle, mais aussi transversale et multisectorielle du programme d'action du gouvernement à tous les acteurs. Ce qu'il convient de retenir déjà, c'est son caractère éminemment social. Social en termes de teneur sectorielle des interventions, mais social aussi en termes de composantes thématiques dans le programme d'action du gouvernement. Au-delà donc de cette orientation majeure qu'il convient de rappeler, plusieurs autres innovations sont incorporées dans le programme d'action du gouvernement afin de nous donner les moyens d'être le plus efficace possible et de mieux satisfaire les attentes de nos compatriotes. C'est pourquoi, pour nous lier davantage à nos engagements et faire du principe de redevabilité et de reddition de comptes un principe sacro-saint de notre gouvernance, nous irons à la rencontre de tous les représentants de nos compatriotes, l'Assemblée nationale, les maires, la société civile, pour expliquer le contenu de ce programme d'action du gouvernement. Une large dissémination sera donc faite afin que le Béninois situé dans le dernier hameau comprenne en quoi il est intéressé par ce programme d'action du gouvernement. C'est donc sur cette note d'engagement que je déclare solennellement ouverte cette séance d'appropriation du programme d'action du gouvernement à l'intention des structures stratégiques et opérationnelles d'exécution du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Je vous remercie. Je voudrais à présent inviter Monsieur le Président du comité technique d'élaboration du programme d'action du gouvernement à prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, dans la présentation, nous allons partir de l'analyse situationnelle. En gros,
nous allons répondre à la question d'où partons-nous? Quel est le point de départ en 2021? Évidemment, ce point de départ de 2021, c'est le bilan de 2016-2021. Et dans la deuxième partie, nous allons répondre à la problématique « Où allons-nous » Au cours des 5 ans, quelles sont les orientations stratégiques et quelle est leur déclinaison en termes, justement, d'actions à entreprendre, en termes de projets à conduire, en termes également de financement à mobiliser et en termes d'organisation à mettre en place pour l'exécution efficace de ce programme. Et le troisième point, comme je l'ai indiqué, c'est les actions au niveau de chaque secteur. Relativement au premier point, ce qu'il convient de retenir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le programme d'action du gouvernement 2016-2021 avait eu pour objectif, au regard du diagnostic qui avait été fait, de relancer de façon durable le développement économique et social du Bénin. C'était l'objectif retenu pour les 5 années du premier mandat. Relancer le développement économique et social du Bénin. Et ce programme d'action s'est appuyé sur 3 piliers. Un premier pilier, gouvernance, démocratie. Un deuxième pilier, qui était un pilier économique structurel, que nous avions intitulé à l'époque « Engager la transformation structurelle de l'économie béninoise ». Engager. Et le troisième pilier, c'était le pilier social, c'était donc mettre en place les conditions pour le développement social donc, de nos populations. Et globalement, ce qu'il convient de retenir, les objectifs que nous nous sommes assignés au niveau du PAG 1 ont été atteints et dans certains secteurs même dépassés. Et nous avons pu noter qu'à l'issue donc de ce premier quinquennat, le Bénin, comme retenu, s'est vraiment révélé au monde et a mis en place les cadres nécessaires pour assurer son développement. Les fondamentaux ont été mis en place. La vision de développement a été confirmée. Des projets structurants ont été développés. Au cours de ce quinquennat, beaucoup de projets qui étaient à l'étape d'idées ont évolué en projets faisables. Beaucoup ont démarré et nous avons des impacts sur tous les secteurs. Je ne voudrais pas les rappeler ici. Il convient donc, dans ces conditions, de se doter des moyens pour pouvoir poursuivre. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous devez vous rappeler que le programme de société que le chef de l'État, le duo de candidats a présenté, a été intitulé « Le développement, ça y est », parce que nous réunissons désormais les conditions pour le décollage économique, le développement de notre pays. C'est donc dans ce contexte que le PAG 2021-2026 a été élaboré. Et désormais, comme vous le savez, la crédibilité de l'État a été assurée, a été rétablie. Les fondamentaux de la démocratie sont mis en place. Les conditions également du décollage économique ont été mises en place et il s'agit maintenant d'aller et de décoller effectivement. Partant donc des acquis, comme je l'ai indiqué, en exploitant le programme de société du duo de candidats et également prenant en compte tout ce qui a été déjà fait, récapitulé dans le plan national du développement et les résultats d'exécution, et nous basant sur les principes et les acquis de l'exécution. Le ministre d'État rappelait tout à l'heure
le PAG est l'instrument unique de pilotage de l'action gouvernementale. Ce principe a été réaffirmé. Il faut également mettre l'accent sur la capacité du pays à valoriser ses atouts, à nous affirmer. Tout le sens du Bénin révélé a été également confirmé à nouveau. Et surtout, dans un contexte où nous partons avec beaucoup de projets, nous avons des défis d'exécution. Et pour cela appelle, disons, la prise de conscience de chaque acteur, la responsabilisation de chaque acteur et aussi les principes de redevabilité qui sont forcément prescrits. L'objectif que nous voulons atteindre au cours donc des 5 ans d'intervention, c'est d'accélérer le développement économique et social du Bénin. Les 5 années passées, nous étions dans une logique de relance du développement économique et social du Bénin. Un bilan a montré des résultats significatifs. À présent, ce que nous souhaitons faire, c'est d'accélérer le développement économique et social du Bénin. Parce que, justement, nous disposons des projets, nous savons comment on fait, sur quel ressort appuyer, et nous avons une feuille de route. En nous appuyant, en nous alignant, j'allais dire, sur les 3 piliers qui ont été convenus depuis, nous voulons renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Sur le pilier 2, donc pour les 5 ans là, nous voulons poursuivre la transformation structurelle de l'économie béninoise. Pour le pilier 3, accroître durablement le bien-être social des populations, 2 axes d'intervention. On peut considérer que c'est le pilier social, mais c'est du point de vue de la thématique. Parce que, comme vous le verrez tout à l'heure lorsque nous allons dérouler les actions, chaque action sous les axes qui sont retenus a une composante sociale, déjà. Mais au niveau du pilier 3, nous avons regroupé certaines thématiques précises qu'il faudrait adresser avec plus de précision. Ce cadre, donc, un objectif général, 3 piliers d'intervention, 7 axes stratégiques d'intervention a été confirmé pour le PAG 2. Mais nous avons des questions transversales à prendre en compte. Ce sont les réformes, les projets qui permettent donc d'accélérer le développement. C'est aussi les questions liées à la mobilisation des ressources et surtout les mécanismes de mise en œuvre et aussi les mécanismes de suivi et d'évaluation. Les interventions qui sont retenues vont se dérouler dans un cadre macroéconomique qui a été projeté. Et là, nous affichons le sentier de croissance qui a été retenu au cours donc, des travaux et qui est validé par le gouvernement. Nous partirons donc d'un taux de croissance d'à peu près 6% au début donc, de l'année 2020 à un taux de croissance de 10% à l'horizon donc 2026. C'est une projection de sentier de croissance qui est conforme à ce que nous avons retenu dans le plan national de développement. En moyenne, sur la période quinquennale, nous aurons réalisé un taux de croissance de 8,3%. La valeur des interventions est estimée à 12 000 milliards. Donc nous partons d'un point de 3,8 à peu près en 2020. Pour les 5 ans, les interventions évaluées à 12 000 milliards pour réaliser un taux de croissance moyen de 8,3% pour les 5 ans et atteindre un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2026. Et tout ceci devait nous permettre de générer à peu près 1 300 000 emplois directs et indirects. Pour cela, le cadre d'investissement qui est réalisé porte à la fois sur des investissements du secteur public et des investissements du secteur privé. Vous notez
globalement que le taux d'investissement public va être à peu près de 20% de l'ensemble des interventions. 80% de ces investissements viennent du secteur privé. Et vous noterez une croissance régulière projetée de 2021 jusqu'à 2026. En ce qui concerne les indicateurs de finances publiques, je voudrais insister surtout sur l'évolution du solde budgétaire. Vous noterez que nous avons une évolution positive, donc une croissance régulière des recettes fiscales, d'une année à l'autre, en tablant sur le fait que nous allons mobiliser davantage de recettes intérieures. Notre ratio recettes fiscales sur PIB augmente d'une année à l'autre, donc des efforts à faire. Nous passerons de 11% à 11,3% en 2022 à 11,8% en 2023, ainsi de suite. Mais derrière, c'est que nos dépenses totales sont mieux maîtrisées. En pourcentage du PIB, vous verrez donc que nous passons de 20,6 à 18,19%. Évidemment, c'est des ratios. En valeur, les dépenses augmentent, mais puisque notre croissance va s'améliorer, nous aurons un PIB plus grand, nous avons quand même eu un effort très, très important qui est fait là en termes de maîtrise des dépenses, ce qui se traduit sur le déficit budgétaire. Mais entre les deux, le niveau des investissements publics également connaît une évolution assez soutenue. En ce qui concerne toujours les indicateurs de finances publiques, je mettrai ici l'accent sur l'évolution de la dette. Nous avons une évolution de la dette nominale en phase avec nos besoins de financement et également tenant compte de l'accroissement de nos recettes intérieures. Nous avons projeté un niveau de dette assez modéré. Et en ce qui concerne l'inflation, que l'évolution des prix, globalement, cette évolution sera contenue, maîtrisée. Et donc, nous tablons en moyenne sur un taux d'inflation de 2% sur le quinquennat, alors que la norme au niveau UEMOA est de 3%. C'est un indicateur qui a toujours été bien maîtrisé dans le cas de notre pays. Quel est le coût global des interventions? Le PAG 2016-2021 avait été évalué à 9 039 milliards de francs CFA. C'était le point de départ. Aujourd'hui, le PAG 2 regroupe des interventions qui sont estimées à 12 011 milliards de francs CFA. Entre l'annonce de 9 039 milliards et ce qui a été engagé, je ne dis pas réalisé, engagé, en ce moment, nous sommes à un accroissement de 12%. Donc on a engagé plus que ce que nous avions retenu au départ, par la simple raison que beaucoup de projets ont démarré, ont été redimensionnés, de nouvelles idées sont nées, sont intégrées, et la valeur du portefeuille engagé au 31 décembre, c'est 10 126. Cela signifie que beaucoup donc, de ces projets-là basculent désormais et directement dans le PAG2. Donc, on démarre le PAG2 avec tous les projets qui sont en cours. Comment comptons-nous financer ce montant? Nous avons fait l'exercice en mettant en évidence les financements déjà acquis, les financements sous la forme de dons, les financements sous la forme d'emprunts divers
et également le gap qui reste à chercher. Cet exercice nous permet également de définir les projets sur lesquels l'État apporte donc du financement public et les projets sur lesquels nous attendons une collaboration avec le secteur privé sous la forme de PPP ou de façon plus particulière sous la forme d'apport de financement du privé. Et le tableau qui est là indique que globalement, sur ce montant, l'État, le financement public projeté est à peu près de 48% donc de ce besoin-là. Et le financement que nous attendons du privé sous la forme de partenariat, PPP, est évalué à 52%. Comparé à la programmation initiale du PAG1, nous étions dans les proportions 39-61 pour le PAG1. Mais dans la réalité, en réalisation, nous avons le niveau d'engagement que j'ai souligné tout à l'heure, c'est un engagement quasi totalement venant du secteur public. Parce qu'il s'est avéré, dans notre approche d'analyse et d'appréciation du coût d'opportunité des investissements, notamment lorsqu'il s'agit des financements privés, puisque nous avons une loi sur les partenariats publics-privés, nous instruisons tous les dossiers, les propositions de financement qui nous sont faites. Beaucoup d'entre vous reçoivent des partenaires financiers qui disent « on a de l'argent, on veut clé en main, on veut faire tel projet, etc. » Chaque fois que nous saisissons ces dossiers et qu'ils sont en phase avec le PAG, nous les analysons, nous voyons le coût d'opportunité, l'intérêt pour l'État de le faire avec recours du privé ou bien d'utiliser ses propres moyens, nous nous rendons compte qu'en réalité, l'État béninois, avec le travail qui a été fait au plan macro et la bonne signature dont il dispose désormais, arrive à financer, à mobiliser des ressources à des taux plus intéressants que ceux que ces privés-là nous proposent. Cela fait que, dans la quasi-totalité des cas, pour nos projets, au cours du premier quinquennat, nous n'avons pas pris de l'argent du secteur privé. C'est ça qui explique que sur notre tableau, à ce niveau, en PPP, à fin 2021, nous avons mis 0. En termes de partenariat public-privé, nous avons eu des collaborations avec le privé pour aider à gérer les entités publiques. Nous avons nos sociétés, on dit nous ne les privatisons pas. Ces sociétés demeurent dans notre patrimoine, mais nous recourons à la gestion privée pour pouvoir tirer le meilleur profit de cela. Et nous utilisons désormais ces sociétés-là, leur bilan, leur état financier assaini pour également mobiliser des ressources. C'est de la structuration, c'est de l'ingénierie financière qui est possible désormais avec les états financiers corrects de nos entités publiques. Donc, c'est cette forme de collaboration que nous avons beaucoup plus eue avec le secteur privé et non directement en matière de financement. Nous avons 153 nouveaux projets, tout secteur compris, pour une valeur de 4 353 milliards. Et sur ces projets, les financements qui sont disponibles sont évalués à 3 431 milliards. C'est ça qui fait que, en faisant la différence entre le disponible et le besoin global, nous sommes à la recherche, montant à rechercher, c'est 8 580 milliards de francs CFA pour le PAG2 globalement. En grande masse, on se rend compte que les 12 000 milliards sont répartis, leur répartition sur les trois piliers est la suivante. Nous avons à peu près 5% au niveau du pilier 1, nous avons 63% au niveau du pilier 2 et 32% au niveau du pilier 3. Le programme, c'est sur 5 ans. Et le programme se traduit dans des plans de travail de chacun des ministères. Donc, quand nous prenons le PIP de chaque ministère
et le PIB de l'ensemble du gouvernement pour une année, et je prends de 2021 jusqu'à 2026, c'est la somme qui fait le programme d'action du gouvernement. Il n'y a pas un autre projet hors cadre. Tout est dans le PIB. C'est ça qui fait que, au début de chaque année, et cela a été confirmé également dans le décret qui a été pris, nous allons faire ensemble la revue de ce qui est programmé au titre de l'année. L'arbitrage budgétaire se fera et se basera sur ce qui est programmé au titre de l'année, donc du PAG. Donc quand on parle d'alignement PAG, c'est juste simplement que l'on demande à ce que nous exécutions ce que nous avons retenu. Donc il ne s'agira pas maintenant d'aller réinventer la roue. Chaque fois il y a tel projet, non. C'est l'instrument unique, il n'y a pas autre chose. Et c'est la meilleure façon pour nous de mettre à l'épreuve nos règles et de les imposer comme telles. Quand c'est nécessaire, on les corrige. Et c'est ça qui fonderait ce que les partenaires même appellent l'alignement. Nous avons dit que nous voulons accélérer le développement économique et social. Mais pour ça, tenant compte du niveau d'avancement des réalités, aujourd'hui, il y a des risques importants. Notre pays était connu comme l'un des meilleurs en matière de planification-programmation. Nous avions des insuffisances pour l'exécution. Depuis quelques années, nous montrons désormais que nous pouvons exécuter mieux. Cependant, il y a des risques. Il y a des facteurs exogènes qui ne sont pas sous notre contrôle. Ces facteurs exogènes, aujourd'hui, c'est le Covid, c'est les changements climatiques, c'est aussi tout ce qui vient de la conjoncture internationale. Ça s'imposerait à nous. Un facteur important aussi aujourd'hui, c'est la sécurité. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Il va falloir intégrer tout cela dans les choix et dans l'exécution. Mais à notre portée, et qui nous concerne, tous les acteurs dans cette salle, c'est la capacité d'absorption. C'est notre capacité à exécuter ce projet réellement. C'est interroger toute la chaîne de dépenses publiques. C'est interroger nos processus d'acquisition de biens et de services. Est-ce qu'ils sont efficaces, ces processus-là? Un élément important pour y arriver, c'est que l'on assure l'environnement de liberté, de démocratie et de bonne gouvernance dans notre pays. Il faut aussi pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut, ainsi que les compétences. On a un gros défi en matière de ressources humaines. Et il nous faut spécialiser les gens sur les métiers de gestion de projet, évidemment. Il faut continuer l'assainissement du système partisan et la stabilité politique. Il faut également continuer les efforts qui concernent la signature de notre pays et la bonne cotation que nous avons à l'international aujourd'hui. Nous travaillons, nous développons des choses. Nous allons également renforcer la cohérence de la communication gouvernementale. Ce sont là les principaux facteurs de succès pour la mise en œuvre du PAG. Nous allons passer maintenant dans le détail. C'est le point 3, action, réforme par pilier. Dans l'ordre, nous allons donner la parole au ministre de la Justice, ensuite au ministre de la Fonction publique, au ministre de la Décentralisation qui est là aussi, et au ministre de la Défense pour les questions de sécurité, et au ministre des Affaires étrangères pour la première partie des interventions. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Oussou. Monsieur le ministre d'État, chers collègues, au titre du quinquennat qui s'ouvre, nous envisageons essentiellement 5 grandes réformes
que porteront 7 projets. Au titre des réformes, nous envisageons d'abord d'opérationnaliser le régime juridique de la chefferie traditionnelle. Une réforme sera initiée et soumise à l'Assemblée nationale sous forme de projet de loi. Ensuite, nous envisageons d'aller jusqu'au bout pour ce qui concerne la réforme des institutions et réformer la Haute Cour de justice. Nous envisageons, et cela avait été déjà projeté, le décrochage de la police judiciaire qui sera désormais rattaché au ministère de la Justice. C'est un projet stratégique que nous allons conduire également au titre de ce quinquennat et réformer entièrement notre système pénitentiaire. Nous allons œuvrer à l'adoption d'un ensemble de corpus législatifs qui comporte des dispositions particulières protectrices de la femme et de l'enfant béninois. Alors, sous ce rapport, nous avons à continuer le projet d'opérationnalisation des chambres administratives au niveau des juridictions de fond. Nous allons conduire également le projet et conduire à terme le projet de modernisation des services judiciaires, le projet de modernisation du système pénitentiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition des comptes en sa phase 2, un projet d'accès à la justice qui sera coordonné avec la construction de 6 nouvelles juridictions. Nous envisageons la construction de 5 nouveaux établissements pénitentiaires. Et enfin, nous allons rénover 2 centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et en construire 3 pour un coût total de 61 milliards. Voilà donc les réformes et les projets que portera le ministère de la Justice dans le cadre du programme d'action gouvernementale au titre du quinquennat 21-26. Je vous remercie. Merci. J'invite Madame le ministre de la Fonction publique. Merci, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez, depuis quelques années, le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié quelques actions de modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Nous pouvons citer par exemple la dématérialisation, la simplification du processus de mise à la retraite et la délivrance du carnet de pension, bien évidemment, qui concerne le ministère de l'économie et des finances. Et nous avons mis en place aussi plusieurs plateformes de e-services de contact avec les usagers. Il faut dire, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui a été fait jusque-là, c'est des actions un peu éparses, sectorielles, et dont le pilotage souffre de quelques insuffisances. Alors, pour passer d'une gestion sectorielle des ressources humaines de l'État à des actions globalisantes, nous avons proposé au PAG ce projet, le premier projet, le projet d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. C'est ce projet qui nous permettra d'acquérir un logiciel qui sera adapté à nos besoins et qui prend en compte la situation administrative de l'agent de l'État depuis son recrutement jusqu'à la retraite, en passant bien évidemment par la gestion de sa carrière, la formation, l'évaluation et la paye. Donc ce projet nous coûte 11 milliards de francs CFA. C'est vrai qu'il y a une autre action de réforme qui est prévue, l'appui à la réforme et à la modernisation de la fonction publique. Nous avons pensé donc à un projet de réforme et de restructuration de l'administration publique qui permettra vraiment au gouvernement de mettre fin à cette léthargie de la fonction publique. Pour ce faire, il inscrit au titre du PAG donc cette réforme-là en vue de mettre en place
de nouvelles orientations et options stratégiques relatives au rôle, au type, à la taille de la fonction publique et bien évidemment à la rémunération des agents, leur évaluation et leur recrutement. Nous espérons qu'au terme de la mise en œuvre de ce projet, l'administration deviendra beaucoup plus performante. Donc, le coût de l'ensemble du projet de la fonction publique, 11 milliards, plus ce que nous allons déterminer en ce qui concerne le second projet et qui est en cours. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre. J'invite respectueusement Monsieur le ministre en charge de la décentralisation. Dans le secteur de la décentralisation, l'objectif étant de promouvoir la gouvernance locale et de faire de nos communes un espace de vie agréable, il a été identifié 3 réformes principales. Ce qui est visé ici, c'est de doter nos communes de ressources humaines de qualité pour améliorer la gouvernance, améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la gouvernance locale. Un instrument important utilisé dans ce secteur, que nous connaissons tous, est le FADEC, le Fonds d'appui au développement des communes, qui sera transformé en fonds d'investissement communal. Ça fait partie intégrante de la réforme. Et enfin, il y aura la promotion de l'intercommunalité afin que certaines fonctions soient mutualisées et que les potentialités des communes soient aussi exploitées, le cas échéant, par un ensemble de communes. Les projets générés par ces réformes sont essentiellement au nombre de 3. Il y a d'abord la construction du centre de formation pour l'administration locale. Évidemment, il faut l'accompagnement du personnel des communes. Donc, le centre de formation va jouer ce rôle et deviendra même un centre à vocation régionale. Il y aura, deuxièmement, la construction et l'équipement des 12 cités administratives pour, disons, améliorer le cadre de travail de nos préfets et pour qu'ils puissent, disons, exercer mieux leur charge de tutelle et de suivi de la gestion de nos communes. Enfin, il y a la réhabilitation et l'équipement des infrastructures au niveau central et des préfectures. Tout ça a été chiffré à environ 225 milliards. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Sur le volet sécurité, oui. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les participants, il convient de noter qu'en matière de réforme, il est prévu la mise en place d'un institut de recherche et de réflexion stratégique en matière de sécurité, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de protection, de soutien et d'accompagnement moral, psychologique et social des agents de sécurité. Tout ceci va dans le sens de conforter un peu les ajustements institutionnels et réglementaires du dispositif sécuritaire qui a été conduit au cours du mandat 2016-2021. Au titre des projets, il faut noter la poursuite des interventions prévues au niveau de la construction des infrastructures de la police, ainsi que l'opérationnalisation de la police républicaine en termes d'effectifs, d'équipements et de formation, mais également le développement de la vidéoprotection pour apporter cet outil au service du dispositif de sécurité publique. Les enjeux en lien avec les espaces frontaliers également sont pris en compte à travers un projet de gestion intégrée. Il est question de relever le niveau de vie dans ces zones pour permettre à ces citoyens de se sentir et de se considérer comme à part entière de la nation. En termes de gestion du risque civil, il est question donc de prendre en compte la construction et l'équipement des infrastructures de secours, c'est-à-dire rapprocher le groupement national des sapeurs-pompiers et l'Agence nationale de protection civile, plus des populations avec une meilleure couverture du territoire. Également, les actions en cours en termes de gestion du registre de la population devront se poursuivre et permettre d'améliorer ce qui est déjà fait dans le cadre de la dématérialisation. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense. Votre tour. Merci, Monsieur le ministre d'État. Le secteur de la défense, au titre des réformes, d'abord, la continuité des réformes du PAG 1, qui est la loi portant statut des forces armées béninoises, qui a créé la garde nationale.
En plus de cela, 2 réformes majeures tirent leur légitimité de la Constitution. Il s'agit du Conseil national de sécurité et de défense, qui a pour mission de définir les orientations en matière de programmation militaire et de conduire les opérations et la planification des réponses aux crises majeures. Ensuite, nous avons le Conseil national de renseignement qui définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées au service de renseignement. Au titre des projets, nous avons un premier projet qui est la continuité du PAGE 1, c'est le programme de renforcement des capacités des forces armées béninoises. Le deuxième projet, c'est le projet de soutien sanitaire aux militaires en campagne. Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus le système de défense est éprouvé. Et pour répondre efficacement et améliorer le moral de la troupe, il faut qu'il y ait moins de pertes dues à un retard de prise en charge des blessés. D'où ce nouveau projet qui est un soutien sanitaire aux militaires en campagne. Le troisième projet, c'est l'optimisation des opérations militaires extérieures pour être plus efficient, plus efficace et pour donner un meilleur rayonnement extérieur au système de défense du Bénin afin de pouvoir capitaliser aussi les aides des pays voisins en cas de crise et de conflit. Je vous remercie. J'invite respectueusement M. le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les hauts cadres de notre administration, ce qu'il s'agit de dire, c'est de voir comment est-ce que dans le PAG2, notre diplomatie peut effectivement jouer le rôle que lui a assigné le président de la République, à savoir être une diplomatie de développement, une diplomatie qui nous permet de continuer à mobiliser à la fois des ressources financières, mais aussi des ressources humaines et toutes les opportunités qui peuvent contribuer à notre développement. Ce que je voudrais dire, c'est que les anciens projets que je voudrais mentionner rapidement, c'est la réhabilitation des infrastructures du ministère. Et lorsqu'on parle de cette réhabilitation, il s'agit, j'inclus dedans le programme spécial de construction, de modernisation, de rénovation de nos ambassades, des résidences de nos ambassadeurs, qui est une chose très importante lorsque le pays doit se présenter à l'étranger, lorsque le pays doit être perçu par ceux qui essaient de voir nos démembrements à l'étranger, mais aussi ceux qui se présentent ici. Les réformes majeures qu'il faut retenir, c'est d'abord la dynamisation des pôles régionaux de la nouvelle carte diplomatique. Nous avons, comme vous le savez, réaménagé notre carte diplomatique. Alors on les appelle aujourd'hui des pôles régionaux. Pourquoi des pôles régionaux? Parce que lorsque le président vous envoie comme ambassadeur à Paris et que vous êtes aussi en charge de l'Estonie ou que vous devez agir sur le Danemark, vous êtes forcément dans une posture d'outil régional. Et parce que vous êtes dans une posture d'outil régional et parce que vous devez être présent à d'autres endroits de l'Europe tout en agissant à partir de Paris, il faut moderniser, il faut outiller, il faut faire en sorte que sans accroître nécessairement l'effectif, que la dématérialisation sur laquelle ma collègue, la ministre du Numérique et moi, nous travaillons, que cette dématérialisation vous permette d'être efficace et d'être présent. Cette réduction, il ne vous a pas échappé que cela ne nous a pas empêché d'obtenir des succès. Notre élection, par exemple, au Conseil des droits de l'homme, cela ne nous a pas empêché de rejouer notre partition lorsqu'il s'est agi de poursuivre l'action, par exemple, pour le retour des biens culturels. C'est dire que l'on peut être moderne en utilisant tout ce que les progrès nous permettent d'avoir et enfin atteindre les résultats. La deuxième chose, c'est la mise en place de la zone de libre-échange avec le Nigeria. Le Nigeria, il faut trouver des moyens efficaces pour travailler avec. C'est pour ça que le président a décidé que nous puissions mettre en place cette zone de libre-échange où nous allons réaffirmer cet accès de la CEDEAO, où nous allons avoir quelques accords particuliers, où nous allons nous mettre d'accord sur des détails. Donc c'est pour cela qu'il a été décidé qu'une zone de libre-échange soit mise en place, où le président de la République a décidé d'ouvrir
à nos amis du Nigeria certaines choses qui peuvent leur faire peur. Voilà l'ensemble, les pôles clés des réformes. Je termine très rapidement par les conseillers en partenariat et la coopération décentralisée que nous devons faire, parce que la coopération décentralisée est une source aussi de revenus, une source de mobilisation, et auprès des préfets, auprès des maires, il faut qu'il y ait des agents qui ont certaines aptitudes pour les accompagner. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Votre intervention clôt le pilier 1 du PAG. Nous allons enchaîner sur le pilier 2. Comme je l'indiquais, le pilier 2 comporte 3 axes stratégiques. Sur la stratégique numéro 3, il s'agit du renforcement du cadre macroéconomique et du maintien de sa stabilité. Et 3 actions sont prévues là. C'est renforcer le cadre macroéconomique et l'intégration régionale, poursuivre l'assainissement de la gestion des finances publiques et poursuivre l'amélioration du climat des affaires. Et la première intervention concerne le volet économie et finances. Je présente brièvement ce qui a été retenu à ce niveau. C'est poursuivre les réformes relatives à l'assainissement. Et ces réformes, celles qui sont ciblées, quelques-unes ici, c'est la réforme du Fonds national des retraites du Bénin, FNRB. C'est aussi la digitalisation de la passation des marchés publics, ce qu'on appelle communément le e-procurement. Il est temps que maintenant que nous adoptons les outils donc de passation, que les outils numériques intègrent le processus de passation de marché pour être plus efficace. Donc, le choix qui est fait, c'est d'implémenter cela pour faciliter la tâche à tout le monde. On veut pouvoir mettre en place ce système avec des validations. Et c'est déjà engagé. Il faut également dématérialiser la délivrance des titres fonciers. Un exercice important est fait sur Cotonou et autres. On va devoir généraliser cela. La création d'une autorité de régulation des jeux de hasard. C'est un secteur qui doit être encadré aussi. La création d'une banque postale. Vous savez que la Poste du Bénin doit connaître une transformation. C'est l'une des réformes majeures au niveau donc du volet économie et finances. La transformation institutionnelle de la Direction générale des participations de l'État. Et également le développement des schémas innovants de mobilisation de ressources. Nous avons désormais dans notre environnement la caisse autonome d'amortissement, nous avons la caisse de dépôt et consignation. Ce sont des instruments également qui sont à la disposition de l'État pour mieux répondre aux besoins de mobilisation avec des schémas innovants. Quelques projets du secteur économie et finances. Essentiellement, c'est le projet de réforme des finances publiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable et le renforcement de la mobilisation des recettes. Un projet à travers lequel plusieurs partenaires interviennent. Le projet d'appui à la gouvernance économique aussi est retenu, ainsi que le projet de construction des bâtiments des régies financières de l'État. Nous voulons mobiliser des recettes intérieures importantes. Il faut offrir le cadre approprié pour que les régies puissent travailler efficacement. Le projet d'appui à l'accroissement des recettes intérieures, c'est toutes les actions de renforcement de capacité, également tout qui contribue donc à l'accroissement des recettes intérieures. Et enfin, le projet de renforcement des capacités des acteurs et d'opérationnalisation du système statistique des ministères. Je voudrais m'attarder un peu sur ce projet et indiquer que le gouvernement, dans le cadre du PAG2, a accordé une grande importance au système statistique, au système d'information. Et cela conduit au positionnement de l'INSTAD, l'Institut national donc, de la statistique et de la démographie, désormais donc INSAE restructuré, à le positionner réellement comme étant un institut capable de produire et d'encadrer la production des données statistiques et de les publier. Également positionner l'INSTAD comme étant un centre de service
pour répondre aux besoins dans ces domaines d'intervention. Et pour cela, éviter la multiplication des cellules statistiques pêle-mêle dans les structures publiques peu efficaces et peu compétentes. Et pour ça, un programme a été mis en place et a obtenu une dotation initiale de 5 milliards de francs CFA. Ne soyez pas donc surpris lorsque, au cours de l'évaluation de vos plans de travail annuels, nous allons chaque fois vous renvoyer à une synergie à développer avec l'INSAE pour vos besoins en matière de données, d'organisation d'enquête, etc., etc. Donc voilà ce qui concerne l'intervention au titre du ministère de l'Économie et des Finances. Je voudrais inviter à présent Monsieur le ministre chargé des infrastructures et des transports à présenter donc les interventions dans son secteur. Monsieur le ministre d'État, depuis 2016, dans le secteur des infrastructures et des transports, nous travaillons à faire de notre pays une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation. Il est donc question de doter notre pays d'un système intégré d'infrastructures et de services de transport performants pour soutenir la croissance économique. Nous venons également en appui au secteur du tourisme, qui est un secteur porteur de croissance. En termes de résultats, au sorti du PAG 1, nous avons réalisé 771 km de routes aménagées, bitumées. Nous avions un chantier 1385 km de routes en cours de bitumage que nous avons reconduit dans le PAG 2. Et donc, lorsqu'on a fait tout ça au cours du PAG 1, le premier défi qui se pose à nous aujourd'hui est le défi de l'entretien routier. Et donc, les réformes majeures qui sont inscrites au PAG 2 pour le secteur des infrastructures et des transports sont la réorganisation du système de l'entretien routier par l'adoption d'une nouvelle stratégie et l'opérationnalisation de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Il y a la mise en place du système d'information portuaire qui est une réforme majeure dans le secteur maritime et portuaire. Il s'agira de mettre en place une plateforme de services à utiliser par tous les acteurs du secteur, public comme privé, port autonome, consignataires, manutentionnaires, douanes et tous les autres acteurs. La professionnalisation du métier de transport commence à se poser en termes de problèmes avec acuité. Jusqu'aujourd'hui, il suffit simplement d'acheter un bus ou un camion pour être transporteur. Eh bien, bientôt, il ne suffira plus d'acheter un véhicule pour être transporteur. Nous allons retoucher les tests, nous avons même commencé à revoir les tests du transport routier notamment. Nous allons opérationnaliser le bureau de gestion de fret et réorganiser tout le sous-secteur du transport routier. Dans le secteur portuaire, il se pose aujourd'hui la question de la main-d'œuvre docker. À cet effet, nous allons créer un bureau d'embauche unique pour gérer la main-d'œuvre docker. En termes de projets, nous en avons 93, mais il me plaît de présenter quelques projets emblématiques. Il s'agit notamment du contournement nord de Cotonou, la reconstruction de la route nationale inter-État numéro 2, Cotonou, Alada, Boycon, Dassa. Je vais parler de cette session de 207 km. Aujourd'hui, certaines sessions de cette route nationale sont déjà soit en chantier, soit déjà réhabilitées. De Dassa à Savès jusqu'à Paracourt, nous avons quasiment fini de réhabiliter. Nous sommes actuellement sur la session Bérou-Boué-Kandi-Malanville. Il est envisagé ce dédoublement de la RNE sur Cotonou-Dassa, mais également dans le catalogue des projets, vous verrez que de Paracourt à Bérou-Boué, c'est pris en compte. Alors, nous aurons
un bel ouvrage avec Vedocop bientôt. Nous sommes avec la coopération japonaise sur ce projet. Nous avons un ensemble de 1200 km de routes. Et le catalogue des projets présentera dans le détail ces routes. Il y a le sous-secteur maritime et portuaire. Nous avons commencé un certain nombre de choses, de projets dans le premier quinquennat. Nous allons les intensifier comme c'est prévu. Et nous avons lancé les travaux de construction d'un nouveau terminal vraquier au port. Il va y avoir l'extension du bassin portuaire avec la reconstruction des quais nord. Tout ça est regroupé sous la ligne projet du sous-secteur maritime. Dans le sous-secteur aérien, au niveau de l'aéroport de Cotonou, on voit bien ce qui se fait. Nous avons décalé pour des raisons liées à la pandémie le démarrage de Glodjibé, mais c'est toujours dans notre PAG. Ça a été simplement décalé. Et en revanche, nous avons intensifié et renforcé le programme de rénovation de Cotonou. L'indice général du réseau routier en 2016, quand nous avons commencé à travailler, était de 46%. Et l'évaluation en 2020 donne 63%. Et nous espérons qu'à la fin de ce PAG2, nous aurons un indice qui devra être conforme à nos attentes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre des Infrastructures. Vous avez dû noter que l'ensemble de ces interventions, c'est presque 3 000 milliards de francs CFA. C'est assez gros aussi. Et Monsieur le ministre de l'Énergie. Merci, bonjour à tous. Au niveau de l'énergie, je crois que la dynamique va se poursuivre comme elle a été pendant ces 5 dernières années, afin que le secteur puisse définitivement se positionner dans sa contribution majeure en tant que socle de développement de notre développement socio-économique. Évidemment, l'ensemble des pans du système électrique vont être touchés, je dirais, profondément, pour qu'il y ait un changement radical, définitif pour ce secteur, au service donc de notre développement. Alors, les maîtres mots dans ce cadre sont autonomie, transition énergétique à travers des énergies renouvelables qui prendront toute leur place dans le mix énergétique que le Bénin veut responsable. C'est également la sécurité électrique et l'efficacité énergétique. Permettez-moi de revenir sur la partie autonomie. Autonomie sous 3 axes. Premièrement, en termes de capacité définitivement à la hauteur de notre besoin. Nous sommes passés de 0 à près de 70% aujourd'hui en l'espace de quelques années. L'objectif, c'est de dépasser largement ces 100% d'autonomisation en termes de capacité énergétique propre produit sur notre territoire. Deuxième axe d'autonomie, c'est l'autonomie en matière d'intrants majeurs qu'est le gaz. Actuellement, nous importons le gaz du Nigeria ou du Ghana par le gazoduc ouest africain. Nous avons un projet majeur qu'on appelle l'unité flottante de stockage et de gazéification, le FSRU, qui va être construit pour pouvoir nous permettre d'alimenter nos centrales électriques et aussi des industriels qui auront besoin de gaz pour leur production. Donc, une infrastructure qui viendra en complément du gazoduc ouest africain pour nous garantir l'autonomie, effectivement, de cet intrant majeur dont vous connaissez ces 2 atouts majeurs qui sont le prix par rapport au gasoil, d'une part, et puis la protection de l'environnement à travers des émissions plus faibles qu'il a. Troisième axe d'autonomie, c'est l'autonomisation concernant donc notre réseau haute tension dans notre pays. Deuxième maître mot que j'avais cité auparavant, c'était la transition énergétique à travers un mix énergétique responsable, surtout axé sur les énergies renouvelables. Pour la première fois dans notre pays, nous sommes passés de 2% d'énergie renouvelable à aujourd'hui à près de 20%, puisque globalement, en 2026, nous serons autour de 500 à 600 MW dans notre pays, dont près de 40% en énergie renouvelable.
Mais je ne peux pas parler d'énergie renouvelable sans parler d'un projet encore plus majeur sur le fleuve Ouémé, qui est la centrale hydroélectrique de 128 MW à Dogobis, qui aura une vocation multifonctionnelle, c'est-à-dire capable de produire de l'électricité d'une part. Deuxièmement, assurer l'irrigation des terres traversées. Et troisièmement, contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau pour ne serait-ce que mieux gérer les problèmes d'inondation dans le sud du Bénin. La restructuration de Controlec, qui est l'agence chargée donc de la sécurisation des réseaux intérieurs, d'une part, et d'autre part, la mise en place d'un acteur majeur de transport par rapport à l'autonomie de la haute tension dont j'ai parlé tantôt. Et enfin, nous allons poursuivre la restructuration de notre Société nationale d'énergie électrique, la SBE, pour qu'elle puisse jouer pleinement aujourd'hui et demain les responsabilités que nous attendons d'elle. Pour finir, je veux dire que le projet majeur de transport qu'il faut noter, c'est celui qui va permettre de mettre à disposition l'énergie électrique dans la zone économique spéciale de Glodjibé, qui est vraiment le départ de l'industrialisation de notre pays au service d'un développement réel et définitif. Je vous remercie. Un autre facteur important, c'est le numérique. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du comité interministériel, Mesdames et Messieurs les responsables à divers niveaux dans les ministères et les agences, pour le secteur du numérique, pour le PAG 2021-2026, nous passons à 7 projets et 4 réformes. Et pour les montants, nous sommes à 369 milliards prévus. Donc nous allons accélérer le pas. Nous allons accélérer le pas pour que le numérique continue de tenir sa promesse pour l'ensemble des sectoriels que nous servons et pour le pays entier. L'Internet haut et très haut débit concentre une grosse part des 369 milliards. Nous allons continuer à investir massivement dans les infrastructures parce que c'est le socle de tout ce que nous faisons. La réforme aussi sur les opérateurs publics, avec aujourd'hui des acteurs, un acteur efficace qu'est l'ASBIN et des acteurs privés plus efficaces aussi, va permettre d'intensifier les investissements. Nous allons également beaucoup miser sur la couverture en zone rurale. Donc le déploiement de ce haut et très haut débit va être accéléré, comme je l'ai dit. Il faut aussi retenir à ce niveau la partie ouest du pays qui va être fibrée, accélérer la digitalisation sur d'autres volets comme la gestion électronique du courrier et la gestion électronique des documents et l'archivage électronique qui représente un pan également très important pour une administration qui veut être intelligente et utiliser le pouvoir des données. Ensuite, au niveau des autres projets, nous avons le développement des usages et de la confiance numérique qui va nous permettre de continuer sur la dynamique de mettre en place les points numériques communautaires, par exemple, avoir une masse critique de points numériques, parce qu'on est bien conscient que les connexions individuelles ne peuvent pas suffire, surtout dans nos zones un peu plus reculées. Donc les points communautaires sont largement utilisés aujourd'hui et le besoin est encore là. Nous allons également continuer avec les salles numériques et c'est dans ce projet que nous continuerons de développer notre stratégie de sécurité numérique avec la protection des infrastructures critiques et la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et bien sûr l'opérationnalisation de l'organe de contrôle des prestataires de services de confiance. Le 4e projet va en fait faire ce que nous faisons au niveau central, mais au niveau décentralisé et déconcentré. C'est donc l'attractivité des collectivités locales par l'intégration du numérique. Pour ce qui est du sous-secteur médias, nous allons accélérer la modernisation des médias de service public. On a commencé
avec aujourd'hui le réseau FM de l'ORTB qui a été en partie modernisé, créer de nouvelles chaînes pour enrichir l'offre et bien sûr permettre que nos médias de service public, que ce soit au niveau TNT ou traditionnellement, puissent en fait être dans leur ère. Le 6e projet, c'est l'accès des citoyens aux médias et à l'information de qualité. C'est ce projet qui permettra très prochainement, dans quelques mois, que nos populations reçoivent la TNT, tout ce qui concerne la viabilisation des médias pour que l'information de qualité soit accessible aux populations. Le projet sur l'enseignement supérieur et donc l'intégration le développement numérique est un projet d'appui. Nous allons fortement soutenir le domaine de l'enseignement supérieur et bien sûr la formation technique et professionnelle pour l'intégration numérique. Le numérique comme un outil pour l'apprentissage et l'enseignement, mais aussi le numérique comme une matière qui doit être phare aujourd'hui dans notre ère si nous voulons que nos enfants ne soient pas demain les analphabètes de leur ère justement. Et donc pour mettre en œuvre ce projet, nous avons 4 grandes réformes qui nous aident à accélérer cette mise en œuvre. Nous allons travailler autour d'une réglementation du déploiement des réseaux locaux numériques pour toute construction à usage professionnel ou collectif. Créer également un observatoire du numérique, il est temps, pour que nous puissions donc suivre l'évolution de ce secteur. Moderniser les cadres réglementaires et institutionnels de l'audiovisuel et de la communication dans le cadre donc, de la modernisation dont j'ai parlé, des médias. Et puis, réforme majeure aussi, dernier mais pas des moindres, c'est la réforme sur les compétences numériques exigibles lors des recrutements du personnel de l'État et dans le système éducatif. Tout ça pour accompagner cette dynamique, pour ensuite pouvoir contribuer à la construction collective qui est en cours. Je vous remercie. Nous allons passer au ministre de l'Agriculture. Pour poursuivre la transformation structurelle de notre économie, le secteur agricole a le devoir de renforcer, de densifier les quelques performances que nous avons observées. Dans ce cadre, il est intéressant de faire le pont entre le secteur primaire de production et celui de la transformation. Puis, en tenant compte des quelques faiblesses que nous avons observées aussi au niveau du PAG1, mettre focus sur les volets de production animale, de production halieutique. Ceci dit, quelques actions fortes ont été programmées pour pouvoir faire le lit au programme d'action du gouvernement PAG2. C'est la consolidation des acquis de l'opérationnalisation institutionnelle chez nous. Que les agences territoriales de développement jouent parfaitement leur rôle d'acteurs et d'accompagnement à la production. La mise en œuvre du programme de développement des grandes plantations, des grandes cultures, oui, c'est la première et grande innovation ici. La promotion d'un nouveau type d'élevage, un type d'élevage qui devient plus rentable à l'éleveur, un type d'élevage qui apporte plus de sécurité. Nous allons mettre en place un programme national de mécanisation agricole et de la petite irrigation. Enfin, je pense que la maîtrise de l'eau pour des fins agricoles, l'irrigation, les aménagements hydro-agricoles constitue un deuxième projet d'envergure pour le PAG2. Actuellement, 12 000 hectares ont été étudiés et feront l'objet d'aménagements. 8 000 autres hectares seront faits dans les pôles, disons dans les bassins du fleuve Niger, dans les bassins du Molo et pourquoi pas dans le bassin de l'Ouémé. De grâce, il s'agit d'identifier aussi des porteurs de ces programmes pour que les champs aménagés puissent être exploités, suffisamment exploités et donner le potentiel qu'il faut. Nous allons travailler pour améliorer la gouvernance au niveau des filières, pour trouver des acteurs, des partenaires
correcte pour pouvoir discuter avec l'État et défendre les intérêts des producteurs. Ceci dit, des réformes essentielles sont importantes à mener au niveau de ces secteurs pour arriver à ces fins. La première donc des réformes, c'est la facilitation de l'accès aux intrants. L'accès aux intrants et au marché. La deuxième réforme, c'est que nous mesurons un peu les conditions dans lesquelles nous allons faciliter les importations de ces facteurs de production et pouvoir faciliter aussi les exportations. Enfin, nous aurons au cours de ce quinquennat à faire 2 réformes majeures aussi. La création d'une agence de gestion des grandes plantations, cela est évident, mais de 2, un office qui doit pouvoir gérer les plantations, les fermes d'État, les fermes semencières, pour nous garantir que nous sommes en une sécurité relative pour pouvoir aller loin dans la production. Dans tous les cas, le PAG2, c'est ouvert pour nous tous. Je vous invite à l'agriculture. Merci, Monsieur le ministre d'État. Merci. À mon tour maintenant de vous inviter à l'industrie et au commerce. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est tout naturellement donc avec la cohérence du PAG que je prends la parole après les facteurs de production et les moyens de production. Parce que quand on produit, il faut vendre. Pour le PAG2, nous entendons donc renforcer les acquis du PAG1. Avec donc le PAG2, nous allons matérialiser le retour de l'État dans l'industrie, la consolidation donc des acquis en matière d'amélioration de l'environnement réglementaire et institutionnel pour l'exercice des activités industrielles et commerciales, le renforcement du dispositif qualité en République du Bénin, la promotion et le développement du label Made in Bénin et l'opérationnalisation enfin du système d'information commerciale et industrielle. Cela donc sera traduit par 3 réformes majeures et 3 projets. Dans la réforme majeure, nous avons donc la réforme sur le dispositif d'évaluation de la conformité des produits. Le commerce a besoin de confiance dans ces transactions. Et la confiance, c'est dans la qualité des produits, la conformité des produits et surtout des normes que nous établissons parce que nous sommes dans un marché aujourd'hui très concurrentiel, surtout le marché continental et régional. Donc nous avons besoin d'établir donc la confiance donc, dans nos produits. L'adoption du code de consommation et des politiques nationales de qualité industrielle et commerciale. Et enfin, l'assainissement du sous-secteur de la petite industrie, donc la boulangerie, et surtout la mise en place des plateformes de transformation. Au terme des projets, le commerce, nous savons que le commerce a son temps donc, au marché. Et cela à travers la matérialisation donc, de la construction des marchés régionaux et urbains. Donc, nous avons déjà commencé ces constructions-là. Donc, ça ne sera que la phase 2, donc la dernière phase, et surtout la mise en route donc, de cette plateforme nouvelle, parce que ces infrastructures marchandes, ça sera une première, en tout cas, donc, en Afrique de l'Ouest. La mise en place donc, de la plateforme agroalimentaire du Grand Nord, donc c'est le marché de gros, qui également là encore est une grande première. Nous bénéficions d'une situation géographique avantageuse et d'un port qui, en tout cas pour les 5 prochaines années, sera un des ports les plus compétitifs de la sous-région. Et enfin, l'appui à l'accélération industrielle. Donc voilà ce que nous ferons pour les 5 prochaines années pour le commerce et l'industrie. Je vous remercie. Je voudrais inviter à présent le ministre en charge du tourisme, des arts et de la culture à prendre la parole. Nous avons principalement 2 objectifs. Évidemment, faire de notre pays le Bénin une destination touristique majeure en Afrique de l'Ouest et au monde, et par ailleurs promouvoir le patrimoine culturel national à travers notamment la culture, les arts, bien évidemment. Pour cela, nous avons 15 projets que nous allons déployer, développer, certains qui étaient déjà démarrés et qui vont se poursuivre, 12 projets au niveau du tourisme, 3 projets au niveau de la culture et des arts. S'agissant
du tourisme et des projets, je voudrais citer pêle-mêle le projet évidemment de construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du temps romain à Bomé. Je voudrais citer les projets qui sont à la réhabilitation des infrastructures touristiques, notamment la place Toussaint d'ouverture, la construction du musée du Vaudou à Porto-Novo et la réhabilitation d'un certain nombre de musées, notamment les musées Adandé et romains. Je voudrais citer également Gambier, bien évidemment, avec notre projet qui consiste à réinventer cette fabuleuse cité lacustre. Nous avons notre projet de faire de la Pendjari et du W le parc de référence de l'Afrique de l'Ouest. Au titre du tourisme, nous allons avoir donc une réforme majeure qui est la dynamisation et la réglementation du secteur du tourisme, notamment en ce qui concerne les agréments, les licences et les différents contrôles évidemment des structures touristiques. La modernisation des statistiques touristiques. Parce que nous n'avons pas de données jusqu'à présent pour pouvoir appréhender la contribution de ce secteur à la formation du PIB. Voilà en très peu de mots ce que je souhaitais vous dire. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Conseil spécial du Président de la République. Pour les 5 nouvelles années, nous allons poursuivre même ligne. Nous avons au programme 4 réformes essentielles que je voudrais rappeler. La mise en place d'un mécanisme d'investissement en capital et de capital risque en relation avec la Chambre de commerce du Bénin. Nous allons travailler à l'instauration d'un guichet unique de promotion et un mécanisme public de garantie destiné aux PME, PMI. La mise en place d'un mécanisme de promotion de l'investissement privé dans le domaine de la transformation et de l'artisanat. L'artisanat, je voudrais le rappeler, le deuxième corps social le plus important dans notre pays qui emploie le plus de jeunes. C'est 8 corps de métiers, c'est 8 branches d'activité, 40 corps de métiers et 175 métiers. L'artisanat, c'est une contribution à la formation du produit intérieur brut de plus de 15%. C'est cette contribution que nous voulons doubler à minima sur les 5 prochaines années. Cela passe aussi par la réforme de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, qui va être l'institution consulaire de ce secteur. Ces 4 réformes vont porter également 5 projets. Le projet de renforcement de la compétitivité et de la mise à niveau des micro, petites et moyennes entreprises, le projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, le projet de développement du secteur de l'artisanat au Bénin, qui sera à sa phase 2, le projet d'inclusion des jeunes, et enfin un nouveau programme de stage au profit des jeunes dans notre pays. M. Ousso l'a rappelé tantôt, la mise en œuvre de tous ces projets sur le quinquennat 2021-2026, nous visons à peu près 1 300 000 emplois pour les jeunes. Donc voilà ce que je voudrais dire pour le compte des sous-secteurs PME, artisanat et emploi. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons aborder à présent l'axe stratégique relatif à l'éducation. Je voudrais inviter l'absence de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur mon collègue Arnaud Zanou, à présenter ce volet.
l'essentiel des interventions porte sur la construction des écoles primaires et maternelles avec différents moyens qui sont mobilisés à cet effet. Il est question également d'investir dans le renforcement de la qualité de l'enseignement à ce niveau-là, au niveau du primaire. Allez-y sur le supérieur. Sur le supérieur, donc, je mettrai l'accent sur ce qui a déjà démarré, c'est-à-dire, en termes de réforme, la réforme du régime de gouvernance de nos universités, et qui prend en compte un certain nombre d'éléments, notamment le statut particulier du personnel enseignant, également la mise en place d'un mécanisme d'évolution hors hiérarchie et de maintien en activité des enseignants après l'âge limite d'admission à la retraite. Il y a également, dans le sens de mettre au cœur de notre système au niveau du supérieur la prise en compte des matières, des filières scientifiques, d'instituer des bourses qui permettraient de favoriser plus les apprenants à aller dans cette direction-là pour pouvoir soutenir tout ce qui se fait en termes d'ingénierie, en termes également, on a parlé de développement industriel et un certain nombre de choses. Toujours au titre des réformes, il est dans le domaine de la recherche et de l'innovation prévu d'instituer des mécanismes qui permettent une meilleure incitation au niveau de l'ensemble des universités et des laboratoires de recherche en synergie avec ce qui va se développer et qui a commencé d'ailleurs au niveau du programme de CMS-City. Il y a également une réforme majeure qui concerne la délégation des prestations des œuvres universitaires en lien avec le secteur privé pour permettre que nos étudiants dans nos universités publiques bénéficient de meilleures conditions, de meilleurs services qui leur permettent réellement d'être dans la philosophie de l'enseignement et de la formation afin que, après leur cursus, nous puissions, disons, être sûrs d'avoir ce que j'appellerais de bons produits qui pourraient servir l'économie nationale. Au titre des projets, je commencerai par le projet CMS-City, pour lequel aujourd'hui la vision qui est en place consiste à le développer sur son nouveau site pour mettre réellement en synergie les trois éléments. Je citerai l'enseignement, la formation, la recherche, l'innovation, mais aussi l'entreprise et tout ce qui est activité de production. Et donc, faire réellement de CMS-City un centre d'intérêt et de partenariat au service de l'excellence et de l'innovation. Les autres projets portent surtout, en dehors des projets d'infrastructure, développer les infrastructures dans nos universités, portent surtout sur la valorisation des matières scientifiques et également la mise en place d'un centre d'excellence pour l'impact sur le développement. Merci Arnaud. En ce qui concerne donc l'enseignement secondaire et la formation technique et professionnelle, comme je l'indiquais, le gouvernement a adopté une stratégie et essentiellement au cours du quinquennat, il s'agirait de mettre en œuvre la stratégie qui a été retenue pour l'enseignement technique. Et c'est l'une de nos priorités. Cependant, des réformes et des actions sont également prévues pour l'enseignement secondaire général. C'est pour cela qu'il y a une réforme des séries de formation de l'enseignement secondaire général aussi. Et il y a un nouveau cadre institutionnel de gestion des établissements de formation. Nous avons une très grosse problématique à ce niveau. Il ne vous échappe pas de noter que globalement, le secteur privé de la formation a des performances meilleures que le secteur public. Et ce secteur privé dispose de peu de moyens. Les projets qui sont prévus à ce niveau sont essentiellement les projets d'infrastructure, des projets et de mise en place d'équipements, à savoir la construction de 30 lycées agricoles modernes et de 7 écoles de métiers de référence. Ce projet
est en démarrage, un projet fondateur de la réforme de l'enseignement dans notre pays. Le programme de spécialisation, de rénovation et d'équipement de 17 anciens lycées techniques. Tout à l'heure, j'ai parlé des nouveaux. Okay, on veut en fait 30, mais il faut également rénover ceux qui existent. Si vous faites un tour au lycée Koulibaly, qui est le lycée de référence, ça n'a plus rien de référence. En attendant d'avoir de meilleurs, il faut rénover et mettre en place, équiper ce lycée qui aujourd'hui forme au métier. La construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures scolaires dans l'enseignement secondaire général, c'est un vaste programme qui concerne nos collèges. Le projet de valorisation des matières scientifiques au Bénin, le renforcement de la qualité de l'enseignement des sciences, de la philosophie et du français, le projet de construction de réhabilitation des laboratoires et des bibliothèques dans les collèges, et enfin le projet de construction de 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales. Il faut également former les enseignants, les formateurs à ce niveau. Donc ceci met fin un peu à ce qui est programmé au niveau du secteur de l'éducation. Nous abordons à présent avec le dernier pilier du PAG, le pilier 3. Il est intitulé « Accroître durablement le bien-être social des populations ». Interviendront sur cette composante 5 ministres, le ministre des Affaires sociales, dans l'ordre, ensuite le ministre de la Santé, le ministre en charge de l'eau et des mines, le ministre des Sports et enfin le ministre en charge du cadre de vie. Il faut dire que dans nos départements, la spécificité, ce sont les cibles, les populations vulnérables, les pauvres, mais aussi certaines caractéristiques comme les personnes qui vivent avec un handicap ou les femmes qui sont victimes de violences, les enfants qui sont victimes de maltraitance, etc. Les personnes du 3e âge qui sont marginalisées. Et donc, au cours de ce deuxième quinquennat, principalement comme réforme, nous allons avoir le repositionnement de l'Agence nationale de protection sociale au cœur même de l'action sociale de proximité de l'État. Et comme projet, nous avons 6 projets pour un budget total de 351 milliards. Alors, concernant le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, la mise en œuvre et le déploiement des 4 volets de l'ARCH va se poursuivre. L'assurance maladie, donc, dont la généralisation a déjà commencé, va se déployer à travers tous les départements, toutes les localités, pour assurer des soins de santé à moins de coût, voire gratuits pour les pauvres extrêmes, mais à moins de coût, donc pour les populations pauvres. Et pareil par rapport au secteur de l'artisanat, aux artisans, le projet concernant la promotion du genre et l'autonomisation des femmes, beaucoup d'efforts seront consacrés à l'autonomisation des femmes dans les groupements féminins ruraux qui seront répertoriés, systématisés. En collaboration avec les autres sectoriels, nous aurons à promouvoir leur équipement, leur coaching. Équipement matériel parce que cela va enlever un peu la pénibilité de leur travail, gagner du temps et accroître aussi la production, donc les revenus. Le projet concernant l'inclusion, la promotion de l'inclusion financière, Alafia a fait ses preuves. Nous avons eu le bilan d'1 an. Nous avons pu constater que la digitalisation du microcrédit est une victoire. Et donc, au cours du deuxième quinquennat, les microcrédits vont être augmentés. Nous avions 30 à 50 000 francs CFA. Nous passons à la barre de 100 000 francs CFA pour permettre aux femmes d'avoir encore plus accès à leurs besoins, en tout cas, de pouvoir répondre à leurs besoins en termes de financement pour les petites activités génératrices de revenus. Et nous passons au projet de modernisation des espaces publics de protection sociale. Nous avons 85 centres de promotion sociale répandus sur le territoire, ce qui constitue une maille très forte, où travaillent les assistants sociaux. Et donc, qui sont ces infrastructures peinent à voir et il faut vraiment pouvoir les rénover.
Nous avons donc d'autres projets comme le projet SWED pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Autonomisation des femmes encore dans ce projet, mais également maintien des filles à l'école. Nous avons un dernier projet qui n'est pas ici, donc, qui est le projet de l'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables, donc contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes vulnérables. Voilà un peu, je ne pense pas. Monsieur le ministre de la Santé. Au cours du quinquennat 2021-2026, nous allons poursuivre les réformes, notamment 3 réformes majeures en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance au niveau des normes sanitaires. Deuxième réforme majeure, c'est la promotion d'un environnement favorable au développement de l'industrie pharmaceutique. Comme vous le savez, au cours du quinquennat passé, le secteur de la pharmacie a fait l'objet de réformes profondes, notamment par l'adoption de la loi sur les actifs pharmaceutiques. Et la crise sanitaire de la COVID-19 nous a montré combien il était important que nous puissions avoir au niveau local le développement de l'industrie. Enfin, la dernière réforme majeure que nous allons mettre en place au cours du quinquennat, c'est la promotion d'un environnement favorable à l'investissement et aux partenaires publics privés en matière de santé. Nous avons la loi sur les instituts privés qui sera forcément probablement votée par l'Assemblée, qui va permettre de créer un environnement pour garantir que les centres, aussi bien publics que privés, donc les services de santé, puissent répondre vraiment à des normes, aussi bien en termes de ressources humaines, d'infrastructures, de soins et d'intrants de qualité, pour que l'offre des soins de qualité à toute la population soit garantie. L'ensemble de ces réformes vont permettre d'assurer à terme, à travers la mise en place des 11 projets qui ont été identifiés, un environnement favorable à l'offre de services de soins de qualité. Ces 11 projets ont trait pour 6 d'entre eux à la modernisation des infrastructures sanitaires ainsi qu'à l'amélioration du plateau technique. Et parmi ces projets d'infrastructure, nous avons la poursuite de la construction de l'équipement du centre hospitalier universitaire de référence à Calavi, qui évolue très bien actuellement et qui, nous espérons, sera terminé en fin 2023. Il y a également la construction de l'équipement d'un centre hospitalier universitaire général, d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant et d'un funérarium à Tobin, qui va permettre d'offrir pour la zone du Grand Okoué vraiment des services de qualité, surtout en matière de services au niveau de l'enfant. Nous avons également en matière de santé mentale la construction d'un centre hospitalier universitaire de psychiatrie à la date. L'ensemble de ces 5 projets en matière d'infrastructure vont être appuyés par le renforcement du plateau technique des centres hospitaliers et des formes sanitaires. Après ces projets qui concernent les infrastructures et le développement du plateau technique, nous avons la question des urgences sanitaires et des urgences de façon générale et du système de référence qui vont être adressés par l'acquisition de 200 ambulances et la mise en place d'un système de référence vraiment optimum autour du service médical d'urgence, le SAMU. Nous avons également, évidemment, la crise des ressources humaines que nous connaissons très bien, qui est très importante à adresser parce que sans ressources humaines de qualité, il peut y avoir des services de santé de qualité. 2 projets spécifiques vont adresser les questions du numérique de la cybersanté, c'est le développement de la e-santé pour permettre la mise en place de la plateforme de la cybersanté qui va s'arriver autour de l'Internet à haut débit, dont on a parlé tantôt de la mise du numérique, mais également permettre également le développement et le déploiement des e-services, notamment de la télémédecine qui aujourd'hui est devenue incontournable. Nous avons enfin la santé communautaire. L'ensemble de ces projets, pour 441 milliards de francs CFA, vont permettre d'avoir à terme un système de santé beaucoup plus résilient et qui permettra vraiment d'assurer une meilleure santé à la population. Je vous remercie. Je voudrais inviter à présent Monsieur le ministre en charge de l'eau et des mines. Nous avons en tout pour tout 36 projets. 36 projets,
dont 28 pour le secteur de l'eau et 8 pour le secteur des mines et des hydrocarbures. Pour le secteur de l'eau, sur les 28, nous avons 26 qui étaient déjà en cours, 26 qui étaient déjà en cours et 4 nouveaux. Alors, ces 26 regroupent ce que vous voyez à votre droite, la construction donc, de SAEP MV. Ce sont des systèmes d'adduction d'eau potable multi-villages. En dehors de cela, nous avons 60 villes en milieu urbain qui seront impactées sur l'ensemble donc, du territoire en milieu urbain pour permettre donc, à nos compatriotes d'avoir donc, accès à l'eau potable. Nous allons également construire donc, 11 barrages multi-villages sur le bassin de l'Ouémé, de Ndali jusqu'à Kétou. Donc, les 11 barrages sont répartis sur l'ensemble donc, du réseau pour permettre, premièrement d'abord, de mobiliser de l'eau pour l'agriculture, de mobiliser de l'eau pour l'élevage, mais aussi pour la consommation humaine à travers donc, l'exploitation de ces ouvrages pour la mobilisation de l'eau potable. Nous avons donc l'implantation d'unités de production de pierres ornementales. L'autre projet, c'est la mise en place d'une raffinerie, une mini-raffinerie donc, au Bénin. C'est vrai, vous allez dire, le Bénin ne produit pas encore de pétrole, mais n'oubliez pas, nous sommes un pays pétrolier, membre de l'OPEP. Nous avions produit par le passé et nous comptons reprendre la production bientôt. Nous sommes déjà en voie, nous avons un code pétrolier, nous sommes dans les négociations avec les partenaires, les compagnies pétrolières, et je pense que d'ici la fin de l'année, quelques blocs seront donc cédés donc, à ces partenaires pour l'exploration, quitte à ce que dans 2-3 ans, on commence par exploiter donc, ce que nous avons également comme le pétrole. Mais en attendant, il est important que le Bénin puisse régler la question donc, de son approvisionnement en pétrole, en produits pétroliers. Voilà donc en quelques mots ce que je peux dire en ce qui concerne donc, le secteur des mines, de l'eau et des hydrocarbures. Merci. Je peux me permettre d'ajouter que l'ensemble des interventions prévues ici nous permettrait de réaliser l'accès universel à l'eau potable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons qu'à l'horizon 2025, dans toutes les localités du Bénin, on puisse disposer, le grand nombre puisse disposer de l'eau potable. C'est l'un des engagements forts pris par le chef de l'État et confirmé dans le programme. D'importantes ressources sont mobilisées et vous pouvez noter sur le terrain aujourd'hui, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, d'importants travaux qui se font. Je voudrais inviter respectueusement Monsieur le ministre en charge du sport. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le conseiller spécial. Le mandat 2016-2021 a montré dans le domaine du sport, à l'instar de tous les autres secteurs, que nous sommes désormais capables d'améliorer la gouvernance de nos fédérations, capables de doter notre pays d'infrastructures modernes, tout le monde a vu les 22 stades, capables d'exploits et de performances, tout le monde a vu les résultats de nos équipes et de nos sportifs. Alors, fort de ces quelques succès, mais aussi tirant humblement leçon de nos échecs, parce qu'il y en a eu, nous abordons le mandat 2021-2026 avec la forte ambition de faire du Bénin une nation sportive, une grande nation sportive. 208 milliards au total sur les 5 ans pour quelques réformes qui sont déjà en cours, qui se poursuivent, quelques projets également. Mais ce que je vais évoquer aujourd'hui, en ce qui concerne les réformes, c'est principalement la mise en place d'une loi sur le financement du sport. Nous avons prévu la digitalisation de la planification et des systèmes d'organisation événementielle au profit des institutions publiques. Vous vous en souvenez tous, le gouvernement a voulu professionnaliser la fonction événementielle et a mis en place l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles. Le but de cette réforme est de faire en sorte que tout ministère, toute institution de l'État puisse, de son lieu de travail, implémenter les manifestations et que l'agence puisse les récupérer et apporter l'assistance logistique qu'il faut afin de professionnaliser une fois encore les événements dans notre pays. Pour ce qui est des projets, nous envisageons la généralisation des classes sportives, nous envisageons de poursuivre la construction et la réhabilitation des stades. À ce niveau, il faut retenir essentiellement 3 choses. Premièrement, tous les chefs-lieux de département qui ne le sont pas encore seront dotés d'un stade moderne. Deuxièmement,
le stade Charles de Gaulle sera entièrement réhabilité. Et troisièmement, nous allons enfin réaliser ce rêve cher aux populations béninoises, qui est de construire à Parakou un stade aux normes internationales. Il y a la construction du stade René Pleven de Cotonou. Et je me permets de révéler que pour les études qui sont déjà en phase d'esquisse, ce que nous voyons là, nous pensons que le Bénin aura l'un des plus beaux stades du continent africain. Nous ambitionnons également d'opérationnaliser une chaîne sportive au Bénin. Tout le monde le sait, c'est la transformation en cours de Ado FM et de Ado TV. Nous prévoyons la construction d'une académie de football de jeunes filles à Lokossa. Nous ambitionnons également de mettre en place dans notre pays une unité de production de contenu et d'événements sportifs et culturels. Globalement, retenez que le Bénin va se doter d'une capacité de production, un gros car régie, 5 unités mobiles à déployer dans les départements du pays, qui vont nous permettre de produire dans les mêmes standards que vous voyez au cours des compétitions majeures, les contenus sportifs béninois. Nous ambitionnons de construire au Bénin une académie de tennis. À cela, il faut ajouter un important projet, c'est la reconstruction des infrastructures de l'UNAFRICA. C'est un projet que nous partageons avec mes collègues en charge de la culture et celui de l'artisanat, parce que le domaine qui part aujourd'hui du ministère des Sports, du Hall des Arts, et qui va jusqu'au centre de promotion de l'artisanat, fera l'objet de la construction d'un grand pôle sportif et culturel. Pour ce qui est du volet sportif, vous aurez la réhabilitation intégrale du pavillon du Hall des Arts avec la construction d'un certain nombre d'infrastructures indoor et outdoor. Je voudrais ajouter, mesdames et messieurs, pour votre information, 2 projets importants. C'est la construction d'une aréna moderne de basketball à Kourounou et la mise en place d'équipes départementales de handball, de basket, d'athlétisme et de volleyball, en plus de toute la réforme qui est déjà en cours dans les autres disciplines. Je vous remercie. Nous allons passer à la dernière composante qui se rapporte à notre cadre de vie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Nous étions sur l'amélioration du cadre de vie. Aujourd'hui, nous sommes sur l'accroissement durable. Donc, il y a une avancée réelle entre le PAG 1 et le PAG 2, et c'est l'effort de nous tous, puisque le territoire, le cadre de vie est l'espace où tous les secteurs se croisent. C'est pour ça que le chef de l'État nous a orientés dans le sens de continuer de consolider les projets qui ont fait leur preuve, que les populations ont beaucoup apprécié et qui vont continuer, notamment le projet d'amélioration des voiries urbaines qu'on a appelé asphaltage. Nous allons continuer avec l'assainissement pluvial de Cotonou, mais également de 9 autres villes intermédiaires. Et puis vers la fin, nous aurons également traité l'ensemble des chefs-lieux de département. Nous continuons avec le projet de protection côtière. Aujourd'hui, nous avons fait les 2 tiers et nous attaquons finalement le 3e segment, qui est un segment régional que nous partageons avec la République du Togo. Nous continuons également avec la gestion des aires protégées. Tout le monde connaît le succès de la Pendjari. Aujourd'hui, nous avons également entamé l'aménagement du W avec le caractère de patrimoine mondial de la biodiversité que le WAP a conquis. Nous espérons bien que les velléités sécuritaires nous permettront, ne nous empêcheront pas d'aller jusqu'au bout. En tout cas, la gestion déléguée se passe très bien. D'autres projets qui ne sont pas forcément des infrastructures, mais des projets d'amélioration de notre cadre de vie, comme la gestion des déchets. La gestion des déchets, des bouts de vidange, où pour la première fois, nous allons nous doter de 2 grandes stations de traitement de bouts de vidange à l'échelle de notre agglomération, avec la réforme de ce secteur-là, plus une 3e station à Parakou,
Tout ça se passe dans de très bonnes conditions. Je ne pourrais pas, vous en doutez bien, citer tous les projets, tellement il y en a. Mais il y a un projet qui tient à cœur au chef de l'État, puisque ce projet émane d'une initiative personnelle qu'il a prise lors de la COP 22 à Marrakech. C'est le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Ce projet fait son chemin et nous espérons que pendant ce deuxième PAG, il va devenir concret. Ça a pris du temps parce que ça ne dépend pas que de la volonté du Bénin, mais d'une décision également des Nations Unies. Et la question est inscrite à l'ordre du jour. Je pourrais parler du projet de forêt classée, mais je voudrais parler également d'un projet que nous avons appelé projet Lumière du Bénin, qui va permettre d'éclairer la totalité des chefs-lieux de toutes les communes du Bénin, pas seulement des chefs-lieux de communes, mais certains chefs-lieux d'arrondissement aussi, avec de l'éclairage solaire. C'est un projet qui est en cours de préparation actuellement et qui va connaître sa mise en œuvre pendant ce deuxième PAG. Et puis il y a le projet de verdissement du Grand Nokoué, où nous allons apporter de l'aménagement paysager, un développement vert et bleu dans le Grand Nokoué. Tout ça sera sous-tendu par des réformes. Nous avons fini de préparer le code de l'urbanisme. Nous avons fini également de préparer le code de la construction qui sont acheminés et vont sur la table de l'Assemblée nationale. La révision de la loi 4 de l'environnement, la loi 4 sur l'environnement qui va devenir la loi de l'environnement avec une restructuration de l'Agence béninoise pour l'environnement. Tout ça se met en place pour que le Bénin, sur le plan de développement durable, devienne également un modèle sous-régional, voire continental. Tout ça va nous prendre, va permettre que le secteur mobilise et mette en œuvre des projets pour 1866 milliards de francs CFA. Mais j'espère, comme ça s'est passé lors du PAG1, que j'aurai encore au moins le double de ça. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Comme vous le noterez, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mesures qui ont été retenues. Chacun s'interroge à son niveau. Là maintenant, est-ce que nous pouvons réaliser cela? Comme vous l'avez pu noter, il y a 5 ans, c'était 3039 milliards. Nous avons engagé plus. Et les travaux techniques ont montré que l'arbitrage a été très douloureux. Il y a beaucoup de projets qu'on a dû mettre de côté compte tenu de leur niveau de maturité. Toutes ces mesures au cœur du quinquennat 2021-2026 seront source de richesse et d'emploi. Certes, elles paraissent nombreuses, mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison des efforts de l'équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l'ensemble des Béninoises et Béninois est la clé pour y parvenir. Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. Fin de citation. Je vous remercie. Je voudrais respectueusement me retirer et vous laisser la place pour le mot de clôture. Merci. Nous arrivons donc au terme de cette session d'appropriation du PAG. Je crois que les exposés ont été assez clairs. Si on peut retenir de toutes les présentations 3 messages. Le premier, c'est la priorisation qui a été faite dans tous les secteurs. Et si vous avez bien écouté le ministre cadre de vie, dans sa dernière phrase, il disait « J'espère pouvoir faire le double de ce qui est inscrit ». Parce qu'il y a eu des arbitrages sectoriels,
il y a eu des arbitrages transversaux qui ont conduit donc à couper un certain nombre de projets qui nous ramènent donc à ces 12 000 et quelques milliards. Donc, priorisation. Deuxième message qui est important, c'est le couple qui était déjà là dans le PAG 1 et qui a été reconduit, investissement et réforme. Si on investit des sommes énormes et qu'on ne change pas la manière dont on conduit les choses, on n'aura pas de résultat. Et c'est ce message-là important. Dans tous les secteurs, les réformes vont se poursuivre pour nous permettre, après les investissements, à côté des investissements, de fournir à nos compatriotes les prestations et les services qu'ils demandent. Et troisièmement, enfin, je retourne au message initial qui est le social et qui était au début de l'exercice. Et je prends à témoin tous les ministres qui étaient au séminaire gouvernemental, qui étaient à la fin de l'arbitrage du chef de l'État. Nous allons avoir un quinquennat social. Et ça commence donc par les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État sur les salaires, la fonction publique, mais aussi le secteur privé. Je veux donc terminer en vous disant que nous avons eu une excellente séance. J'en rendrai fidèlement compte au chef de l'État qui suit de près nos travaux. Et c'est donc sur ce message que je déclare solennellement terminer la séance de ce matin sur l'appropriation du PAG. Merci beaucoup et bonne et heureuse année à tous.